Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Relirons la Caraïbe reçoit aujourd'hui Cécile Selma. Bonjour Madame Selma. Bonjour mesdames. Vous êtes historienne, ancienne conservatrice du musée départemental d'archéologie et de préhistoire de la Martinique et vous avez travaillé sur les formes de sociabilité aux Antilles, mutualité et syndicalisme. Avec l'Union des femmes de la Martinique, vous avez travaillé à faire dresser le portrait de Jeanne Léraud, une femme méconnue du grand public. Nous essaierons de faire ici sa biographie. Avec qui avez-vous travaillé et à partir de quelle source ? Donc, depuis le début des années 80, je me suis intéressée à l'histoire des femmes et surtout par le biais associatif. Aujourd'hui, avec l'Union des femmes, donc, nous avons travaillé à une figure de femme, Jeanne Léraud, qui est une des fondatrices de l'Union des femmes de la Martinique. Nous avons voulu non seulement comprendre son parcours, mais aussi lui redonner une dimension personnelle. Alors pour cela, nous étions plusieurs. Il s'agit d'un travail d'équipe que j'ai coordonné. Nous sommes 5 co-auteurs, 2 militantes de l'Union des femmes, Catherine Aymar et Marie-Joseph Selaï, 2 enseignantes, Camille Pancarte et Eliane Ostan, et moi-même. Donc voilà les auteurs. Et pour cela, nous avons en tout cas travaillé à partir de documents qui sont conservés dans les collections publiques, notamment les documents d'archives pour retracer son parcours au lycée Schellcher. Et nous avons aussi compulsé la presse de l'époque, Justice, l'information, la paix, pour une immersion dans la période. Et nous avons aussi travaillé sur les 2 journaux féminins de l'époque, La femme dans la cité du rassemblement féminin de Madame Nardal et Femmes martiniquaises de l'Union des femmes de la Martinique. Ces différents documents, ils ont été croisés entre eux avec les autres ressources dont nous disposions, notamment les archives privées. Nous avons eu effectivement l'avantage d'avoir les archives privées de Jeanne Léraud et sa correspondance, enfin une partie de sa correspondance avec ses parents. Alors nous connaissons la complexité de ces documents, de ces sources, de ces matériaux, leur fragilité, leurs limites, et c'est pourquoi nous nous sommes appliqués à les croiser systématiquement pour retrouver la concordance des faits et pour pouvoir les analyser. D'accord. Pouvez-vous nous parler de son enfance ? Où naît Jeanne et dans quel milieu socioculturel ? Dans quelle famille Jeanne naît-elle et quelle éducation reçoit-elle ? Alors Jeanne est née le 8 février 1916 au Lamentin. Ses parents sont considérés comme des notables. Ils tiennent une grande épicerie dans la rue la plus commerçante du Lamentin et la rue principale. Ils ont la réputation d'être des gens cultivés et aisés. Ils font partie de la classe moyenne émergente de l'époque qui croit en fait en l'école laïque comme moyen, comme processus d'ascension sociale. Donc tous leurs enfants sont scolarisés d'abord dans les classes primaires au Lamentin et ensuite ils vont à Fort-de-France pour les classes secondaires. Donc au lycée Schellcher, des études secondaires complètes au lycée Schellcher et au pensionnat colonial. Les garçons, eux, ont pu entreprendre des études supérieures en France. Jeanne, quant à elle, après le bac mathélème, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est le bac mathématiques élémentaires, je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui, qu'elle a obtenu en 1937 au lycée Schellcher. Elle a obtenu son bac en 1937 et la même année, elle a eu le prix d'honneur de mathématiques du lycée Schellcher. Et donc, elle est obligée de rester en Martinique après son baccalauréat. Donc, une brillante élève qui s'engage très tôt en politique. Comment l'expliquer dans son parcours de vie et que fait-elle dans la vie à ce moment-là ? Alors, les circonstances familiales font donc que Jeanne est obligée de rester en Martinique et elle cherche à gagner sa vie.
Donc, elle ouvre un magasin au 91 rue Schellcher, à Fort-de-France, et elle y vend des chapeaux, entre autres. Mais ce magasin, c'est surtout un lieu de convivialité pour ses amis, pour un lieu d'échange, un lieu de débat politique. Et parce que effectivement, c'est quelqu'un qui est très très tôt sensibilisé à la chose politique, de par l'engagement familial, de par son père qui était militant socialiste lagosiliériste, avec Joseph Lagosilière, militant actif et d'ailleurs qui a été conseiller municipal de la ville de Lamentin, et ses frères, notamment Étienne et Tellus, qui ont été dans les groupes de réflexion qui travaillaient à la publication de revues comme Légitime Défense et Tropique. Alors, Étienne est mort très jeune, dès 1939, donc Tropique, il n'a pas connu. Et Tellus a été également membre fondateur du Front commun, avec toute une série de jeunes comme Gratien, Ménil, etc., la Martinique, qui a donné naissance après au Parti communiste. Alors donc, par tradition familiale, Jeanne, elle est réceptive au moindre événement de son environnement et, comme je le disais, elle est très au fait de la chose politique. Elle a vécu l'entre-deux-guerres avec toutes les joutes politiques et électorales de l'entre-deux-guerres. Elle a connu aussi la répression et le rationnement de l'époque de Vichy, dite de l'amiral Robert ici. Donc dès 1943, tout de suite après le départ de l'amiral Robert, le Parti communiste qui avait été dissous se reconstruit et le parti, la Fédération communiste, donc elle participe activement à l'implantation du Parti communiste et elle milite dans les quartiers populaires de Fort-de-France et aussi dans les communes, notamment pour les élections de 1945, puisqu'il y en a eu 4 en 1945. Dans ce contexte de 1944-1947, différents appels sont lancés pour la création d'une union des femmes. Comment se crée-t-elle, finalement? Et y a-t-il aujourd'hui des documents qui prouvent cette création? Alors, après l'ordonnance du 21 avril 1944 qui rend les femmes éligibles et électrices, comme les hommes d'ailleurs, les militantes et les militants communistes ont saisi cette opportunité pour élargir leur base électorale. Donc, dès le 3 juin 1944, dans le journal Justice, il y a un appel qui est lancé aux femmes pour la création d'une union des femmes de la Martinique et l'invitation à une assemblée générale le 11 juin 1944. Alors, il y a une deuxième assemblée générale qui se tient le 24 novembre 1945 et le comité provisoire de l'Union des femmes est alors constitué. C'est la création, on peut dire entre guillemets, la création officielle de l'Union des femmes de la Martinique. Cette association réunit à la fois des militantes communistes, à la fois aussi des femmes, des démocrates et aussi des femmes de toute classe, de classe moyenne, comme des femmes de milieu populaire, qui n'ont jamais milité, qui ne militent pas au Parti communiste, mais qui, en tout cas, veulent faire avancer la cause des femmes. On peut dire un petit peu qu'il s'agit de gens de la société civile, si on parle dans les termes de notre langage d'aujourd'hui. Et toutes ces femmes-là travaillent ensemble à la création, à la constitution de l'Union des femmes. Alors, nos sources pour authentifier cette création, c'est effectivement les articles qui sont parus à la fois dans le journal Justice et dans le journal Femmes dans la Cité, puisque la Femme dans la Cité, le journal est paru en janvier 1945 et elles font état de la création de l'autre association de l'Union des femmes et aussi plus tard du journal Femmes martiniquaises. Mais aussi, nous avons pu recueillir, c'est une chose extraordinaire, mais bon, peut-être que je l'ai fait trop tard, à la fin des années 70, début des années 80, beaucoup de témoignages de femmes
et c'est-à-dire moins de 30 ans après la création. Ça aurait pu être fait avant, mais bon, c'était peut-être pas dans l'air du temps. N'est-il pas plus juste de dire alors qu'à ses débuts, l'Union des femmes est une organisation au sein de la Fédération martiniquaise du Parti communiste? Alors, dès le début, par exemple dans les premiers articles qui paraissent dans Justice, l'Union des femmes de la Martinique est comme l'Union des femmes, ils l'écrivent comme l'Union des femmes du Maroc et de l'Algérie, une section de l'Union des femmes françaises. Il ne faut pas oublier que l'Union des femmes françaises a été créée en 1944 parce que ça vient en fait des comités de femmes qu'il y avait eu pendant la résistance. Et cette Union des femmes a été officialisée en juin 1945 au premier congrès. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est à peu près la même chose qui s'est passé pour l'Union des femmes de la Martinique, puisqu'il y a eu le premier appel en 1944 et en fait officialisé en 1945. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une organisation, c'est de la Fédération du Parti communiste? Je ne sais pas. Moi, je ne serais pas aussi affirmative. Parce que c'est vrai que les dirigeantes, les cadres, c'était des femmes qui militaient au Parti communiste ou bien dont la famille militait au parti, je dis toujours parti, mais vous avez raison de dire fédération, qui militait à la Fédération communiste de la Martinique. Mais je crois que dans les premiers comités, d'après tous les entretiens que j'ai pu faire, il n'y avait pas seulement des femmes communistes, il y avait beaucoup de femmes démocrates et comme je vous disais tout à l'heure, de femmes qui voulaient tout simplement faire avancer la cause des femmes, mais qui n'étaient pas prêtes à s'engager politiquement. Politiquement, comme on peut dire, parce qu'effectivement, travailler dans une association et faire autant de choses, moi je crois que c'est quand même s'engager, si on prend le mot politique au sens premier. Alors, c'est pourquoi je me dis qu'on ne peut pas être aussi affirmatif, parce que je me demande comment classer ces femmes de classe moyenne et des milieux populaires qui sont impliquées dans cette association. Mais c'est vrai que c'est dans le journal Justice, surtout, que nous avons trouvé le maximum d'éléments sur la vie de l'Union des femmes dans les premières années. Quel est le champ d'action de cette Union des femmes nouvellement créée? Quels sont les combats du féminisme des années 1950? Alors, les champs d'action sont vraiment très divers. Donc, il y a deux champs d'action principaux, principalement centrés sur les intérêts des femmes et de leurs familles. Les problèmes d'hygiène, de santé, d'alimentation, de logement, de malnutrition, etc. On peut donner quelques exemples. Par exemple, la consultation des nourrissons que l'Union des femmes de la Martinique a mis en place avec le bénévolat d'un certain nombre de médecins martiniquais. Et cette consultation de nourrissons a été mise en place dans un local prêté par la mairie de Fort-de-France pendant 1 an, parce qu'elles avaient justement, on leur avait donné la possibilité de faire cela pendant 1 an. Et on peut dire que c'est l'ancêtre de nos PMI d'aujourd'hui. Le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est la lutte contre la vie chère, notamment concernant le prix du pain. Les femmes se sont beaucoup mobilisées sur le prix du pain, parce que, alors, par contre, sur le prix du pain, je voudrais ajouter quelque chose. On dit que, on parle de l'époque de l'amiral Robert à la Martinique. Et c'est justement tout ce contexte économique et social qui a guidé un peu l'action de l'Union des femmes. Parce que c'est un contexte extrêmement difficile. Bon, pas en Martinique seulement, on va voir tout à l'heure. Et le contexte était très, très, très difficile. Et l'amiral Robert a été chassé en 1943. Mais quand on regarde, par exemple, dans les journaux, il y a encore des bons de rationnement jusqu'au début de l'année 49, c'est-à-dire jusqu'au premier semestre 1949. Je connais beaucoup de gens qui, par exemple, qui se sont mariés en 1947-48 et ils avaient des bons de rationnement pour leur trousseau. D'ailleurs, personnellement, j'ai un certain nombre d'éléments, puisque mes parents se sont mariés à cette époque-là, un certain nombre d'éléments qu'on leur donnait pour leur trousseau, c'est-à-dire qu'ils avaient un bon et ils allaient, on leur donnait pour leur trousseau
du drap pur fil, des assiettes, une ménagère, etc., des plateaux. Tous, ils avaient exactement la même chose. Donc, le prix du pain, la farine n'arrivait pas toujours, le pain était cher. Donc, les femmes se sont beaucoup battues pour le prix du pain, contre la cherté des loyers. Le problème aussi de la scolarité des jeunes enfants à la Martinique et la bataille pour la sécurité sociale, elles ont participé parce que la sécurité sociale, normalement, après la départementalisation, donc on devait appliquer la sécurité sociale à la Martinique, mais ça a été une bataille de longue haleine qui a été menée effectivement particulièrement par les communistes, M. Vanet, M. Lamont, Télus Léraud, etc. Et dans le journal Femme martiniquaise, elle titre « La sécurité sociale, une victoire des femmes ». Donc pour elle, c'était vraiment aussi important. Alors j'ai dit que c'est le premier axe, donc les intérêts des femmes et de leur famille. Le deuxième axe, elles sont beaucoup impliquées aussi dans la vie politique. Elles participent aux manifestations du 1er mai, avec souvent comme slogan « La paix dans le monde », parce qu'il faut rappeler qu'on sort de la guerre et qu'en plus, elles sont section de l'Union des femmes françaises, qui est affiliée à la FDIF, Fédération internationale des femmes. Donc ce sont des questions qui sont récurrentes pour bon nombre d'associations féministes de par le monde pendant cette période d'après-guerre. Et nombre de ces questions reviennent tout au long de la vie de l'Union des femmes, notamment la lutte contre la vie chère, la scolarité des jeunes, l'habitat, et j'ajoute ce qui est récurrent jusqu'à maintenant, les transports. Quand on prend le journal Femme martiniquaise, il y a presque chaque fois une rubrique sur les transports, le problème des transports, tous les problèmes que les femmes rencontrent pour les transports. Quels problèmes, par exemple? Les problèmes, les bus qui n'y avait pas suffisamment, les quartiers n'étaient pas suffisamment desservis, les bus scolaires, etc. Donc, systématiquement, elles reprennent, elles font des propositions, elles ont des réunions. Solange Duval, souvent, était en réunion chez le préfet pour expliquer tous les problèmes qu'on rencontrait dans les différentes communes, dans les différents comités sur ce problème des transports. Et justement, vous parlez de comité. L'UFM, Union des femmes, est organisée en comité. Pourquoi? Quelles sont les particularités de celui du Saint-Esprit? En quoi est-il particulier? Alors, les comités, ce sont des lieux de proximité qui permettent de toucher au plus près la population. Et dans le journal Femme martiniquaise d'ailleurs, je reprends une citation, elles disent que le comité local est l'organisme vivant de notre organisation. Donc, c'est vraiment important pour elles qu'il y ait des petits comités qui leur permettent de toucher au plus près les problèmes des familles, les problèmes des femmes, les problèmes qu'on rencontre. Les premiers comités, ils ont été créés à Fort-de-France, donc Terre-Saint-Ville, Hermitage, Sainte-Thérèse. Entre 1945 et 1948, plusieurs comités voient le jour dans les communes, notamment au Lamentin, Morne-Rouge, Saint-Esprit, Basse-Pointe, Macouba, Lorrain, Marigot, Carbet. Nous avons trouvé plusieurs éléments sur la création de ces comités. À propos du comité du Saint-Esprit, je voudrais effectivement dire deux mots. Ce comité a été présidé pendant de très longues années par Odette Fille-Duval, la femme du maire en place, qui a été élue en 1947, mais avec des animatrices dynamiques et déterminées aussi, comme Solange Fille-Duval, Marie-Thérèse Soutarson, Léonie Nat, entre autres, il y en avait beaucoup d'autres. La particularité de ce comité, c'est pas seulement parce que je suis spiritaine, mais la particularité de ce comité, c'est d'avoir été un des premiers à se reconstruire après le séisme de la démission de Césaire en 1956. En effet, après les événements de décembre 59, après l'ordonnance d'octobre 60, où certaines femmes de l'Union des femmes ont été personnellement touchées, après les années noires du préfet Goldmund, l'affaire de l'OJAM, les femmes spiritaines entraînées par Odette et Solange Fille-Duval se mobilisent et font front à nouveau contre la répression, et c'est leur premier cheval de bataille, faire face à la répression. C'est comme ça qu'elles se reconstruisent, et puis après elles reprennent toutes leurs revendications habituelles. Revenons à Jeanne.
Elle quitte la Martinique en 1948. Pourquoi fait-elle en France métropolitaine? Faut qu'on la refasse. Je refais. Oui. En fait, c'est parce que... Pourquoi que fait-elle? C'est moi. Revenons à Jeanne. Oui. Elle quitte la Martinique en 1948. Pourquoi? Que fait-elle en France métropolitaine et quand revient-elle? Alors en fait, nous ne sommes pas sûrs de la date. Nous avons indiqué 1948-49 parce que nous n'avons trouvé aucun élément qui nous donne une date précise. On sait qu'elle a réussi un concours et pour faire des études d'assistante sociale, toutes les études sociales qui ont été assez en vogue à cette époque-là après la guerre. Et elle est diplômée d'état d'assistante sociale en mai 1951. Alors peut-être qu'effectivement, nous n'avons pas poussé suffisamment nos recherches, parce que peut-être que si on était allé chercher dans l'école où elle a fait ses études, il y a des archives, parce que là aussi il y a ce problème-là, que nous aurions peut-être trouvé des éléments, mais on ne sait pas quand même, on n'aurait pas été sûr de la date de son départ, mais on aurait été sûr de la date de son entrée à l'école, mais on a le diplôme, effectivement, donc on sait qu'elle a eu son diplôme en mai 1951. Alors elle travaille à ce moment-là dans les hôpitaux de Paris, elle travaille aussi à la Caisse générale de sécurité sociale de Seine-et-Oise, et donc depuis 1951 jusqu'à janvier 1957, elle demande une mutation qu'elle obtient, parce qu'elle veut rentrer en Martinique, elle veut absolument retourner. Elle n'obtient pas la mutation, elle obtient d'abord une disponibilité. En 1957, elle rentre en fin janvier et elle est en attente d'une mutation quand elle arrive. De toute façon, elle était même prête à partir en Guadeloupe, travailler, mais elle voulait absolument quitter la France, être près de sa mère qui était malade. Mais surtout, elle avait besoin de retourner au pays. Donc, elle obtient une mutation et elle est embauchée à la Caisse de sécurité sociale de la Martinique le 1er février 1958 au service social. Elle est très appréciée dans son travail et même dans le département parce que en plus de son travail, on lui demande d'être l'assistante sociale départementale pendant 3 mois quand l'autre est parti en congé. Voilà. Donc... Quel est l'impact de la démission de Césaire en 1956 de cette... Oula, on l'a refait. Il faut dire... Comme vous l'avez dit, Césaire a quitté le Parti communiste français en 1956. Quel est l'impact de son départ sur le mouvement féministe martiniquais? Alors, la démission de Césaire du Parti communiste français en octobre 1956 et son, entre guillemets, exclusion de la Fédération communiste martiniquaise en novembre 1956, c'est un véritable séisme dans le monde politique et associatif en Martinique. En effet, on constate un impact certain sur l'Union des femmes. Des militantes communistes de l'Union des femmes démissionnent avec Césaire. On peut citer notamment Madame Eudora Montredon, épouse Clovis Pélage, qui a été adjointe au maire jusqu'à 1982-83, adjointe au maire de Fort-de-France. Madame Désirée Berthe Maurice, épouse Hugues Beaufond, et Madame Rosette Eugène. À l'époque, j'avais vu Madame Clovis Pélage et j'avais vu les enfants de Madame Rosette Eugène qui m'ont dit que ça a été très très difficile pour leurs parents, pour leur mère, parce que les communistes n'avaient pas du tout accepté ce départ de Césaire. Et j'ai rencontré un copain dernièrement qui me parlait aussi de Télus Léraud et avec qui il avait une longue discussion toute une après-midi qui parlait de cette démission de Césaire. Ça a été vraiment un séisme. Et quant à Jeanne Léraud elle-même, elle a été écartelée entre le Parti communiste et son amitié et son long compagnonnage avec les époux Césaire, parce que à Paris, elle les fréquentait beaucoup. Elle parle souvent dans ses lettres de Suzy, c'est-à-dire Suzanne ou aussi Césaire. Et donc, elle était vraiment très proche d'eux. Et Yvette Guiteau-Mauvois résume cet état d'esprit en disant
Jeanne est complètement écartelée entre ses deux passions, Césaire d'un côté et le parti de l'autre. Et c'est vrai que ça a été, à mon avis, quelque chose de très perturbant pour elle. Le 17 juillet 1961, Jeanne Leraud meurt. Quelles sont les incertitudes autour de sa mort? Quels étaient ses projets au début des années 1960? Alors, la correspondance de Jeanne, enfin, les éléments que nous avons eus de sa correspondance, c'est un vrai témoignage de sa réflexion de militante et de son implication pendant cette période politique troublée que vit la France avec tous les problèmes de la décolonisation. Enfin, les problèmes liés à la décolonisation. Elle est particulièrement attentive à ce qui se passe en Algérie et à la réaction de la France à ce sujet. Quand De Gaulle propose le référendum d'autodétermination pour les Algériens en janvier 61, elle est emballée parce qu'elle se dit je suis persuadée que l'exemple algérien peut alimenter la réflexion des Martiniquais et aussi peut faire pencher l'évolution politique de la Martinique. Et dans sa lettre du 17 mai 1961, elle indique vouloir en discuter avec Césaire. Elle veut avoir, alors je cite, des nouvelles de notre autonomie si contestée. Donc, elle dit, j'ai rendez-vous avec Césaire parce que je veux avoir des nouvelles de notre autonomie si contestée. Donc vraiment, on n'avait pas l'impression que c'est quelqu'un qui avait des idées si noires que ça, parce que, enfin, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais bon, je ne sais pas s'il faut donner foi, s'il ne faut pas donner foi. Bon, la famille a été très discrète, donc en tout cas, elle est tombée de son balcon. Nous avons trouvé un article dans le journal L'Information. Elle est tombée de son balcon le matin, elle est hospitalisée. L'après-midi, le journal annonce, cet après-midi, nous avons appris le décès de cette dame. En quoi le parcours de Jeanne Leraud est-il représentatif de la place des femmes dans la société martiniquaise entre les années 1930 et 1960? Et pourquoi? Alors, Jeanne Leraud, à mon avis, elle apparaît un peu comme une femme d'exception dans cette première moitié du XXe siècle. En effet, la mentalité de la classe moyenne de l'époque, pour la classe moyenne de l'époque, une jeune fille doit faire un beau mariage et fonder un foyer. Et les activités de la majorité des jeunes femmes de l'époque, des classes moyennes, se limitent en général à l'univers familial, à la sphère privée. Toutefois, il y a un certain nombre de jeunes filles qui sont elles sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs à cette époque-là à vouloir gagner leur vie. Elles exercent le plus souvent les métiers d'infirmière, d'institutrice, de commerçante, de couturière, et d'autres souhaitent poursuivre leurs études et ont la chance de le faire. Ce qui n'a pas été le cas de Jeanne, comme on l'a vu, puisque les parents ont privilégié les garçons. Il faut aussi parler du contexte de la période. C'est seulement en 1924 que les jeunes filles sont autorisées à passer leur baccalauréat. C'est en 1938 que les capacités juridiques des femmes élevées, elles peuvent avoir une carte d'identité, un passeport sans demander l'autorisation de leur époux ou de leur père. Et c'est en 1944 que le droit de vote est accordé aux femmes, donc, où elles sont éligibles et électrices. Ils votent pour la première fois aux élections de 1945. Donc, à l'époque, très peu de femmes ont investi la sphère publique comme Jeanne. Et juste une parenthèse, c'est que en 1945, il y a seulement 57 femmes qui sont élues sur les 34 communes de la Martinique. 2 ont été adjointes au maire, Madame Alban Partalon-Monrouge, deuxième adjointe, et Madame Anne Kansa-Saint-Anne était première adjointe. Et vous connaissez l'épopée de Madame Luce Lemestre, la première maire du Mont-Nevers, quand la commune a été érigée. Quand le Mont-Nevers a été érigé en commune, donc en 1949, la première femme maire élue de la Martinique, c'est Mademoiselle Luce Lemestre. Et bon, elle n'a pas fait long feu. Alors, donc, très peu de femmes ont investi la sphère publique. Très peu de femmes ont pu se positionner au niveau politique, alors qu'elles étaient les soutiens fondamentaux
de tous les hommes là qui se présentaient depuis la fin du 19e siècle. On a eu les femmes bicétistes, les femmes chelchéristes, et ça a continué avec les femmes de la Gosilia, les femmes de Bois-Neuf en Guadeloupe, les femmes de Légitimus aussi en Guadeloupe. Donc elles étaient aux avant-postes pendant toutes les campagnes électorales, mais elles n'avaient pas le droit de vote, mais en plus, même quand elles ont eu le droit de vote, il fallait se faire la place. Donc, je crois qu'il faut rendre un hommage à son engagement sur le plan politique, sur le plan associatif et social, à son rôle de pionnière aussi dans l'organisation du mouvement féministe à la Martinique et aux Antilles, parce qu'elle était très liée à Madame Huguette Danette, qui était sa collègue comme assistante sociale. Elles ont fait la même école à Paris, elles ont travaillé ensemble. Et Madame Danette, d'ailleurs, c'est la première présidente de l'Union des femmes de Guadeloupe, quand l'Union des femmes guadeloupéennes a pris son autonomie par rapport à l'UFF, comme l'Union des femmes de la Martinique a pris son autonomie aussi dans les années 50, enfin, après la démission de Césaire. Donc, quand les communistes sont devenus parti communiste, donc elles sont devenues Union des femmes de la Martinique. Je ne reviens pas sur le débat qu'il y a eu tout en amont, où il y a un certain nombre de femmes qui voulaient d'une Union des femmes de la Martinique, mais pas d'une section de l'Union des femmes françaises. Alors, il faut aussi, je crois, souligner, pour revenir à Jeanne, son indépendance d'esprit, son ouverture à l'environnement, au monde, et puis sa vision qu'elle avait pour la Martinique. C'était vraiment une battante. Et je crois que quand même, elle a eu un destin, si on peut s'exprimer comme ça, et je pense que c'était important d'essayer de mieux la connaître. Et c'est donc dans ce cadre que l'Union des femmes de la Martinique cherche à lui rendre hommage. Voilà, donc l'Union des femmes lui a rendu hommage de plusieurs manières. Premièrement, en dénommant son siège au 17 rue Lamartine, espace rue Jeanne Léraud, 17 rue Lamartine à Fort-de-France, en offrant aussi au public cette publication qui est le numéro 2 de leur revue, Nous aussi femmes d'hier, combat d'aujourd'hui. Et donc le livret s'appelle Jeanne Léraud, une pionnière du mouvement féministe à la Martinique. Et je crois que c'est un nouvel hommage que l'association a voulu lui rendre. Et je crois qu'elle le mérite bien et qu'il fallait la faire vivre, la faire revivre, non seulement à travers son parcours de militante, mais à travers aussi sa dimension personnelle. Et c'est le défi que les auteurs se sont lancés au départ. Donc le livret est en vente au siège de l'Union des femmes et dans les librairies. Merci Madame Selma, merci pour ces échanges qui permettront de faire découvrir une femme méconnue, mais désormais présentée par une bibliographie disponible à l'Union des femmes de la Martinique. Chers auditeurs, merci, à bientôt sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. à écouter, à regarder et à lire.